Il existe une tension qui traverse la vie moderne, l'exigence constante d'être spécial. Il ne s'agit pas seulement de vouloir bien vivre, mais aussi de devoir se démarquer, se différencier et prouver continuellement sa valeur. Cette exigence est rarement remise en question, bien qu'elle engendre fatigue, anxiété et un sentiment persistant d'inadéquation. Dans la philosophie taoïste, ce mouvement est compris comme un éloignement du Tao, le cours naturel des choses. Lorsque la vie s'organise autour de l'exceptionnalité, la spontanéité se perd. L'effort pour se démarquer remplace l'écoute de ce qui est approprié. La question centrale n'est donc pas de savoir comment être spécial, mais pourquoi nous en ressentons autant le besoin. Le taoïsme observe que tout ce qui cherche à s'imposer rompt son propre équilibre. Lao Tzu affirme que ce qui s'affiche s'affaiblit, car il dépend alors du regard extérieur. La tentative d'affirmer sa propre importance crée une identité basée sur la comparaison et l'attente. Cette identité exige un entretien constant, ce qui génère une tension psychologique. La souffrance ne provient pas d'un manque de valeur, mais de la tentative incessante de la prouver. En ce sens, le désir d'être spécial n'est pas une vertu, mais un symptôme. Il révèle une déconnexion entre l'individu et le flux naturel de la vie. Au quotidien, cette logique apparaît dans des situations courantes, comme le besoin d'une performance constante au travail ou sur les réseaux sociaux. La valeur personnelle est alors mesurée par des indicateurs externes, une reconnaissance visible et une validation publique. Le taoïsme interprète ce phénomène comme une artificialisation de l'existence. La vie cesse d'être vécue et est désormais gérée comme un projet d'image. Ce déplacement produit une fragmentation interne, car le sujet est divisé entre qui il est et qui il doit paraître être. La sérénité devient inaccessible lorsque l'identité dépend de l'approbation. Il en résulte un état de vigilance permanente sur soi-même. C'est à ce stade que le concept de Wu Wei devient fondamental pour la compréhension taoïste. Wu Wei ne signifie pas inertie, mais action sans effort excessif ni imposition de l'ego. Il s'agit d'agir en fonction de la situation, sans besoin d'affirmation personnelle. Lorsque le désir d'être spécial est abandonné, l'action devient plus précise et plus efficace. L'accent n'est plus mis sur la reconnaissance, mais sur l'adéquation. Le taoïsme enseigne que la véritable force ne vient pas de l'ambition, mais de l'alignement. Agir sans forcer permet à la vie de s'organiser avec moins de résistance. La simplicité occupe une place centrale dans cet enseignement, car elle préserve l'intégrité de l'être. Ce qui est simple n'a pas besoin de se justifier ni de rivaliser. Dans la nature, rien ne cherche à se démarquer, et pourtant tout remplit pleinement sa fonction. En imitant ce modèle, l'être humain réduit le bruit interne causé par la comparaison constante. La simplicité n'appauvrit pas la vie, mais la stabilise. Elle redonne de la clarté aux choix et de l'économie aux actions. L'ordinaire cesse d'être considéré comme insuffisant. Le commun est désormais reconnu comme suffisant. La chaîne Solstice est née de ce regard attentif à la sagesse qui traverse les traditions anciennes et la psychologie contemporaine. Ici, le taoïsme est présenté comme un outil conceptuel pour comprendre les modèles humains récurrents. L'objectif n'est pas d'offrir des formules de réussite, mais une clarté structurelle sur la souffrance quotidienne. Cet espace est destiné à ceux qui ressentent le poids de l'auto-exigence et recherchent une compréhension rigoureuse. Si cette approche vous parle, suivez la chaîne et laissez ces idées mûrir avec le temps. S'abonner et aimer la vidéo est une façon de soutenir le contenu et d'aider à maintenir cet espace d'étude accessible et continu. Le taoïsme enseigne que les changements profonds ne se produisent pas par choc émotionnel, mais par une compréhension soutenue. Il s'agit d'une invitation discrète à l'observation attentive et non à l'adhésion impulsive. La valeur réside dans le processus et non dans l'impact immédiat. Persévérer est une façon de mettre cette simplicité en pratique. Il existe des archives anciennes qui rapportent que Lao Tzu quitta la cour impériale après avoir réalisé que l'excès de normes et de distinctions produisait plus de confusion que d'ordre. L'histoire ne décrit pas un conflit explicite, mais un retrait silencieux, presque imperceptible. Ce geste simple revêt une signification structurelle profonde dans la pensée taoïste. Il n'abandonne pas le monde par échec, mais par lucidité.
En s'éloignant, il montre que la recherche du prestige était devenue un bruit constant. La valeur du retrait ne réside pas dans la fuite, mais dans le refus du jeu de l'ostentation. Tout au long de la période des royaumes combattants, la valorisation de la rhétorique et de la différenciation intellectuelle est devenue centrale dans la vie publique chinoise. Les philosophes se disputaient l'attention, les mécènes et l'influence politique. Plus la doctrine était élaborée, plus les chances de reconnaissance étaient grandes. Le taoïsme apparaît dans ce contexte comme une pensée déconcertante, car il ne promet ni ascension ni distinction. Il observe que l'excès d'élaboration éloigne la pensée de la vie concrète. La simplicité proposée n'est pas de l'ignorance, mais de la précision. En refusant la brillance, le taoïsme introduit une fracture silencieuse dans l'idéal de grandeur. Cette fracture résonne encore dans les structures contemporaines de valeur. Un épisode souvent cité décrit Lao Tzu à qui l'on demande d'enregistrer ses enseignements avant de traverser la frontière. La demande ne naît pas de l'admiration publique, mais de l'inquiétude d'un gardien qui perçoit quelque chose d'inhabituel dans ce retrait. Le texte qui en résulte n'est pas un traité systématique, mais une série d'observations courtes et directes. Cette forme communique déjà le contenu qu'elle transmet. Il n'y a pas de tentative de convaincre, seulement de pointer du doigt. Le Tao Te Ching n'offre pas d'identité, il offre une direction. Au fil du temps, ce refus a été interprété comme une faiblesse par certaines traditions ultérieures. L'absence d'affirmation explicite dérange les structures qui dépendent de la hiérarchie et de la visibilité. Le taoïsme, cependant, reste cohérent en ne répondant pas à la critique par une opposition directe. Il opère par déplacement conceptuel. Au lieu de rivaliser, il change l'axe de la question. Le problème n'est plus de savoir qui est supérieur, mais ce qui est approprié. Ce déplacement génère un malaise, car il dissout les critères familiers. C'est à ce moment-là que l'enseignement commence à opérer en interne. Lorsque l'identité cesse d'être construite par comparaison, il apparaît un intervalle difficile à soutenir. Dans cet intervalle, il n'y a ni applaudissement ni confirmation extérieure. L'expérience peut être confondue avec une perte ou un vide. Le taoïsme ne comble pas cet espace avec des promesses. Il guide simplement vers une permanence attentive. L'absence d'affirmation ne signifie pas l'absence de valeur. Elle signifie la suspension du besoin de prouver quelque chose. Historiquement, cette attitude a été préservée dans les communautés qui valorisaient la simplicité du quotidien et l'intégration au cycle naturel. Il ne s'agissait pas d'isolement, mais d'une autre forme de présence dans le monde. L'action continuait d'exister, mais sans l'urgence de se distinguer. Le travail était fait pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il représentait. Cette logique préservait l'énergie et la clarté. Au fil des siècles, elle a été obscurcie par des modèles de réussite basés sur la visibilité. La récupérer exige une révision conceptuelle, pas un effort supplémentaire. En suivant ce contenu jusqu'ici, vous participez déjà à ce mouvement de révision silencieuse. Chaque idée présentée ne cherche pas à convaincre, mais à réorganiser la façon dont certains modèles sont perçus. Rester attentif au développement de la vidéo permet à ces couches de s'articuler plus clairement. Le taoïsme fonctionne mieux lorsqu'il est suivi et non consommé rapidement. Aller de l'avant est un choix de continuité et non d'adhésion immédiate. L'apprentissage se consolide par une écoute prolongée. Lorsque le sentiment d'insuffisance apparaît, la réponse la plus courante consiste à redoubler d'efforts pour se démarquer. On recherche davantage de performance, de reconnaissance et de validation, comme si cela pouvait résoudre le problème. L'effet initial peut être un soulagement momentané, mais il se dissipe rapidement. L'esprit commence à exiger des preuves constantes de valeur, créant ainsi un cycle de dépendance psychologique. Ce cycle amplifie l'anxiété et réduit la capacité d'attention soutenue. Plus on essaie d'être spécial, plus l'identité devient fragile. La bonne orientation commence par une interruption claire de ce mouvement. D'autres tentatives alternatives suivent généralement le même schéma déguisé. Certaines personnes troquent la recherche du succès extérieur contre la supériorité morale ou spirituelle. D'autres se réfugient dans des récits d'autosuffisance absolue, niant tout besoin de reconnaissance. Dans les deux cas, le problème central reste intact.
L'identité continue d'être organisée autour de l'exception, mais dans un autre langage. La psychologie décrit ce phénomène comme un déplacement défensif de l'ego. Le taoïsme observe le même processus comme un écart par rapport au cours naturel des choses. La solution ne consiste pas à remplacer un idéal par un autre, mais à abandonner le mécanisme. La pratique correcte commence par une réorientation de l'attention, soutenue par des preuves issues de la psychologie cognitive et des neurosciences. Il s'agit de réduire l'auto-évaluation comparative et d'élargir l'attention au contexte immédiat de l'action. Des études montrent qu'une attention excessive portée au moi active des circuits liés à la rumination et au stress. Lorsque l'attention est déplacée vers la tâche elle-même, il y a une réduction de l'activité du mode dit standard du cerveau. Cet état est associé à une plus grande clarté et à une moindre anxiété. Le taoïsme décrit ce même phénomène comme agir sans interférence de l'ego. La pratique ne cherche pas à effacer l'identité, mais à la rendre fonctionnelle. En pratique, cela signifie accomplir des actions sans les transformer en preuve de valeur personnelle. L'objectif n'est pas d'en faire moins, mais d'agir sans la couche supplémentaire de jugement de soi. Avant de commencer une activité, on définit uniquement ce qui doit être fait, et non ce que cela représente pour celui qui le fait. Pendant l'action, l'attention revient chaque fois qu'elle se déplace vers des comparaisons internes. Ce retour ne nécessite pas de force, seulement de la constance. Avec le temps, le cerveau apprend à rester plus longtemps dans le présent fonctionnel. L'effort diminue, car l'esprit cesse de créer des obstacles symboliques. Cette approche fonctionne car elle rompt le lien entre performance et identité. En séparant le faire de l'être, on réduit la charge émotionnelle associée aux tâches. La science démontre que ce type de dissociation saine améliore l'apprentissage et la prise de décision. Le taoïsme indiquait déjà que l'efficacité survient lorsque l'action n'est pas trop lourde. La simplicité opérationnelle préserve l'énergie mentale. Il en résulte une plus grande stabilité émotionnelle et une clarté pratique. Il n'y a pas de promesse d'euphorie, seulement une réduction constante du bruit interne. Il est important de comprendre que cette pratique n'élimine ni l'ambition ni la compétence. Elle élimine le besoin de prouver quelque chose à chaque mouvement. L'individu continue d'agir, de produire et de se développer. La différence réside dans l'absence de théâtralité interne. L'action cesse d'être une performance et redevient une fonction. Ce retour réduit les conflits internes et augmente la cohérence entre l'intention et le résultat. À long terme, cela se traduit par moins d'épuisement et plus de continuité. Le taoïsme appelle cela l'alignement avec le cours des choses. La psychologie reconnaît cela comme une autorégulation efficace. Pour consolider cet engagement, transformez l'idée en une affirmation claire et observable. Écrivez dans les commentaires la phrase « J'agis sans me prouver » en signe d'adhésion consciente à la pratique. Ce geste simple renforce l'intention et crée un point de départ. La répétition de cette orientation au fil du temps est ce qui produit un effet réel. Continuer à suivre le contenu aide à soutenir ce processus avec une clarté conceptuelle. L'apprentissage ne se fait pas par un impact isolé, mais par un contact continu. L'analyse du sujet commence par la compréhension que l'idée d'être spécial est une construction psychologique et culturelle, et non une nécessité structurelle de l'être humain. En termes conceptuels, elle apparaît lorsque la valeur personnelle est conditionnée par la différenciation et la reconnaissance externe. Ce conditionnement crée un axe artificiel d'orientation de l'identité. La psychologie comprend cet axe comme une forme d'auto-évaluation comparative constante. Le taoïsme reconnaît ce même schéma comme un éloignement du cours naturel de la vie. Dans les deux cas, le résultat est une instabilité interne. La recherche de l'exceptionnalité ne produit aucun sens, seulement le maintien d'une tension. L'effort pour être spécial active des processus de surveillance continue de soi. L'attention se tourne excessivement vers des pensées autoréférentielles, des attentes et des jugements. Ce modèle est associé à une augmentation de la rumination et de l'anxiété. L'esprit commence à fonctionner en mode défensif, anticipant les évaluations et les résultats. En termes cliniques, cela réduit la flexibilité cognitive. L'individu réagit plus qu'il ne répond aux situations. L'identité devient rigide parce qu'elle doit être protégée.
Ce raidissement est une source récurrente de souffrance psychique. Dans la spiritualité taoïste, cette souffrance est interprétée comme une conséquence de l'interférence de l'ego dans le flux du Tao. Le Tao n'exige pas de se démarquer, ni ne récompense l'ostentation. Il se manifeste dans la régularité silencieuse des processus naturels. Lorsque l'être humain tente de se démarquer artificiellement, il rompt cette régularité. L'effort excessif crée des frictions là où il pourrait y avoir une continuité. L'action cesse d'être appropriée et devient stratégique. Ce déplacement affaiblit l'efficacité réelle de l'action. La sérénité se perd parce que la vie commence à être négociée symboliquement. Le bouddhisme contribue à cette analyse en identifiant l'attachement à l'identité comme l'une des principales sources de souffrance. L'idée d'un moi fixe qui doit être affirmé est considérée comme une construction impermanente. Plus on tente de la solidifier, plus elle devient instable. Le désir d'être spécial est une forme spécifique d'attachement. Il crée une attente de permanence et de reconnaissance. Lorsque cette attente n'est pas satisfaite, la frustration apparaît. Même lorsqu'elle est satisfaite, la peur de la perte apparaît. Le cycle se maintient quel que soit le résultat. L'application pratique de ces traditions converge vers la réduction de la centralité du moi dans l'expérience. Psychologiquement, cela se traduit par un déplacement de l'attention de l'image de soi vers l'expérience directe de l'action. Spirituellement, cela signifie agir en fonction de ce que la situation exige et non de ce que l'ego souhaite prouver. Le taoïsme appelle cet état Wu Wei, tandis que le bouddhisme parle d'action correcte sans attachement. Les deux pointent dans la même direction fonctionnelle. L'action devient plus simple, mais non moins efficace. L'identité cesse d'être un projet et devient un élément secondaire. Ce changement réorganise toute l'expérience quotidienne. Conceptuellement, abandonner la tentative d'être spécial n'implique pas de nier la singularité. Cela signifie retirer la singularité du champ de la compétition symbolique. Chaque être est singulier par nature, et non par performance comparative. Lorsque cette distinction est comprise, le besoin d'affirmation se dissout. La psychologie reconnaît cela comme un renforcement du sens de la cohérence interne. La spiritualité le reconnaît comme un alignement avec l'ordre naturel. Dans les deux cas, il y a une réduction du conflit interne. L'énergie psychique cesse d'être consommée par l'auto-justification. L'individu commence à fonctionner avec plus de stabilité et de clarté. Cette analyse révèle que la souffrance associée à la recherche de l'exceptionnalité n'est pas un problème moral, mais structurel. Elle découle d'un modèle erroné d'identité et de valeurs. La psychologie et les traditions spirituelles orientales offrent toutes deux des outils pour corriger ce modèle. La correction ne nécessite pas d'efforts supplémentaires, mais la suppression des excès. La pratique consiste à simplifier la relation avec soi-même et avec l'action. La valeur cesse d'être quelque chose à conquérir et devient quelque chose à reconnaître. Ce changement est silencieux, mais profond. C'est sur lui que repose une existence plus équilibrée et plus fonctionnelle. Si rien dans la nature n'a besoin de se démarquer pour remplir sa fonction, à quel moment avons-nous décidé que l'être humain devait vivre sous cette exigence permanente? Cette question n'appelle pas de réponse immédiate, mais réorganise le champ de l'attention. Le taoïsme enseigne que la bonne question contient déjà une partie de la réponse. Lorsque l'esprit cesse de courir après les distinctions, quelque chose s'apaise sans effort. Cet apaisement n'est pas vide, c'est un espace fonctionnel. En lui, la vie recommence à bouger avec moins de friction. Peut-être que l'essentiel n'a jamais exigé aucune preuve. Tout au long de ce parcours, il est devenu évident que la souffrance analysée ne naît pas d'un manque de valeur, mais d'un excès de tentatives pour la démontrer. La compréhension de ce point produit déjà un déplacement interne observable. Il ne s'agit pas d'abandonner le monde, mais d'abandonner la lutte symbolique contre lui. Lorsque l'action se détache du besoin de validation, elle gagne en précision. Le bénéfice n'est pas extraordinaire, il est stable. Cette stabilité est rare précisément parce qu'elle n'attire pas l'attention. Pourtant, elle soutient tout ce qui reste. Il y a une épiphanie discrète lorsqu'on se rend compte que la simplicité n'est pas un stade inférieur, mais un raffinement. Ce qui a été retiré ne manque pas parce que cela n'a jamais été essentiel. L'excès d'image de soi se dissout et le geste demeure.
La pensée s'organise autour du nécessaire et non de l'impressionnant. À ce stade, la vie cesse d'être une performance et revient à sa fonction. Rien n'a besoin d'être annoncé pour être complet. L'ordinaire révèle une profondeur auparavant obscurcie. Le taoïsme ne conclut pas la pensée par des réponses définitives, car il comprend que toute conclusion rigide crée un nouvel attachement. Ce qui est proposé ici est une direction, pas une destination. Chaque véritable compréhension reste en mouvement. Quand quelque chose semble trop résolu, c'est le signe qu'il a été simplifié à l'excès. La sagesse ne fixe pas, elle oriente. Elle ne donne pas de certitude, elle ajuste le regard. C'est pourquoi la conclusion est toujours provisoire. Le chemin continue tant qu'il y a de l'attention. La question la plus honnête est peut-être silencieuse et sans forme définie. Elle surgit lorsque l'esprit observe sans chercher à corriger. Dans cet état, il n'y a pas d'urgence à changer, seulement la clarté de ce qui pèse. Le taoïsme fait confiance à ce type d'observation car elle ne force pas le résultat. La compréhension mûrit à son rythme. La contemplation n'est pas une fuite, c'est une méthode. Rester avec ce qui a été vu est déjà une pratique. Le temps fait le reste. Si une idée a résonné, cette résonance ne demande pas de confirmation extérieure immédiate. Elle peut être notée, réfléchie ou simplement perçue. Partager une expérience dans les commentaires permet d'élargir collectivement ce champ. Chaque récit ajoute une nuance à la compréhension commune. Il ne s'agit pas d'accord, mais de présence. L'échange maintient la pensée vivante. Le silence est également le bienvenu entre deux mots. Le parcours proposé par ce canal suit ce même principe de continuité sans précipitation. Accompagner est une forme d'écoute prolongée et non d'adhésion automatique. L'invitation reste ouverte à l'exploration silencieuse de soi, sans promesse d'arrivée. Le Tao ne se précipite pas et n'exige rien. Il suit simplement son cours. Marcher ensemble, observer et revenir quand cela a du sens est déjà suffisant. Le reste s'organise de lui-même. C'est ainsi que le chemin se reconnaît au fur et à mesure qu'il se déroule.